bienvenue à toutes et tous. Juste 2 mots concernant le CERD, pour vous dire que nous sommes un groupement d'intérêt public. Nous agissons à l'échelle des Hauts-de-France. Nos partenaires principaux sont l'État, le Conseil régional des Hauts-de-France, l'ADEME, et puis un certain nombre de collectivités, d'associations et d'entreprises. Voilà, notre mission globale, c'est de stimuler le développement durable, la prise en compte des enjeux climatiques à l'échelle des Hauts-de-France. Nous avons notamment dans l'ensemble de nos activités un outil qui s'appelle l'Observatoire Climat des Hauts-de-France, voilà, qui a pour but d'orienter, de stimuler, de faire préciser les décisions finalement de l'ensemble des acteurs de notre région pour baisser de façon significative les gaz à effet de serre et puis pour orienter finalement l'adaptation au changement climatique. Donc la baseline finalement de notre observatoire, c'est les repères pour décider. Voilà, donc ce sont les données pour aider et orienter les décisions des acteurs locaux. Voilà, on a un champ d'observation qui est assez large, qui s'articule autour des 3 mots-clés: pression, la pression exercée sur le milieu, l'état de la situation et puis les réponses que l'on apporte. Voilà, donc c'est tout cela que nous arrivons à observer voilà, à notre échelle régionale. Voilà, donc premier webinaire, donc on a prévu 3 temps. Donc nous avons appelé ça 1, 2, 3 évaluation, un petit peu comme 1, 2, 3 soleil. Mesurer les efforts de votre collectivité en faveur du climat. Voilà, donc nous sommes sur ce premier temps aujourd'hui qui se base sur la question des données. Voilà, pour mesurer les efforts, il faut des données, avoir des repères. Et donc, on propose aujourd'hui de faire ce point précis sur les données qui sont liées à l'Observatoire. Nous aurons un second webinaire qui se déroulera le mardi 30 juin. J'y reviendrai en clôture de ce présent webinaire sur les fondamentaux. Voilà, qu'est-ce que le suivi, qu'est-ce que l'évaluation, voilà, quels sont les éléments importants à connaître pour s'engager dans une telle démarche. Et puis, nous positionnerons un 3e atelier qui, on l'espère, sera en physique, en présentiel, comme on dit, à l'automne, donc le 8 octobre, à Arras, qui sera là un atelier de co-construction collective pour qu'on puisse serrer les coudes finalement avec les territoires et partager un certain nombre de choses dans cette idée de mesurer nos efforts ensemble. Voilà, et donc cette série se fait aussi dans le cadre d'un réseau qui est animé par l'Adréal Hauts-de-France et puis par la région Hauts-de-France autour des plans climat en région Hauts-de-France. Voilà, donc tout cela, nous l'avons préparé ensemble. Concernant nos intervenants, eh bien d'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je suis Emmanuel Bertin, directeur du CERD. Voilà, par contre, j'ai oublié un élément essentiel de politesse. Je suis donc accompagné par Pierre Branciard et puis Aurélie Dabvril, qui sont nos chargés de mission de l'Observatoire Climat. Et puis nous aurons une intervenante qui est Valentine Châtel de Météo France. Voilà. J'en viens à notre petit ordre du jour sur cette heure et demie que nous passons ensemble. D'abord un petit temps de présentation synthétique sur les fiches de synthèse régionales, gaz à effet de serre et énergie renouvelable, avec un petit zoom sur des kits infographiques que l'on a concoctés et qui sont réutilisables par chacun dans différents supports. Un point sur nos indicateurs régionaux. Donc ça se passera voilà, avec soit des parties de PowerPoint, soit de la navigation sur site qui vous sera proposée. Un zoom sur les données climatiques, donc avec notre partenaire de Météo France. Un point sur la territorialisation des données. Donc ça, c'est un élément qui est important finalement sur notre sujet de suivi évaluation. Et puis un point pour aller plus loin sur nos rubriques. Voilà, donc on a un petit programme qui est taillé au cordeau, qui est minuté,
Vous pouvez utiliser le chat, bien sûr, pour poser des questions. On essaie d'y répondre en direct. Si nous n'y répondons pas, pas d'inquiétude, soit parce qu'on est dans le fil de l'action et c'est compliqué, soit on n'a pas la réponse tout de suite. Mais en tout cas, nous reviendrons vers vous par la suite pour répondre à ces questions. Voilà, donc bienvenue à tous, merci pour votre présence et je passe la parole à mon collègue Pierre. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vais vous présenter plus en détail l'activité de l'Observatoire Climat. Donc en fait, l'objectif de l'Observatoire Climat, c'est vraiment d'outiller à la fois les acteurs régionaux et les territoires. Et à travers ça, en fait, on a différents outils techniques, donc des outils Excel, un système de gestion de base de données pour produire des indicateurs à la fois régionaux et aussi des données territorialisées. Et donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment de donner un large spectre d'indicateurs à la fois sur l'énergie et sur le climat. Et donc, on diffuse ces données à travers notre site Internet et les différentes rubriques qu'on va vous présenter aujourd'hui, les indicateurs, mon territoire, les grandes questions, et aussi à travers des publications comme le Tour d'horizon qu'on publie tous les 3 ans et des fiches de synthèse. Et donc, on va commencer cette visite guidée par les 2 premières fiches de synthèse qu'on a élaborées l'an dernier sur le bilan des gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie et sur le bilan des énergies renouvelables. Alors, hop, je vais vous partager mon écran avec la fiche GES. Voilà. Et donc, l'objectif de ces fiches de synthèse, c'était d'être pédagogique, d'être synthétique en 4 pages, de présenter des données qui sont parfois assez complexes et donc de mettre en avant aussi les chiffres clés. Donc, par exemple, sur la fiche des gaz à effet de serre, on a fait une infographie pour en fait montrer les émissions actuelles en 2017 et la mise en perspective avec les objectifs nationaux et notamment la dernière loi énergie-climat qui fixe l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. On a aussi fait de la pédagogie sur quelles sont les activités humaines qui émettent des gaz sur un territoire, comprendre un peu la comptabilité de ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans la page intérieure, on a fait aussi toute une pédagogie sur des notions qui sont un peu complexes, mais qui commencent à émerger comme l'empreinte carbone, donc c'est-à-dire prendre en compte aussi les émissions de nos importations, un jeans qui est fait en Chine et qu'on achète sur notre territoire, donc comment prendre en compte ces émissions. Aussi toute une infographie sur le flux de carbone des sols pour comprendre le rôle qu'ont à jouer les territoires agricoles et les forêts pour capter le CO2 et l'aspect néfaste de l'artificialisation des sols. Et donc, vous trouverez un glossaire avec les différentes définitions utilisées dans cette fiche. Et donc, on détaille l'évolution de ces gestes. Donc, le chiffre à retenir, c'est qu'on a baissé de moins 9% par rapport à 1990. Cependant, on observe une reprise à la hausse des émissions à partir de 2013, plus 7% depuis 2013. Et donc, on a fait un détail sur par secteur. Donc, en Hauts-de-France, le point de l'industrie est assez important du fait de son histoire. Et du coup, on a fait aussi l'évolution des différents secteurs depuis 2009. Et vous verrez tout à l'heure sur notre site internet, on a tous les détails et on peut jouer avec ces données pour voir l'évolution des différents secteurs. Donc, on a fait de la pédagogie sur les émissions, qu'il n'y a pas seulement le CO2, mais aussi les autres gaz à effet de serre. Et du coup, on a conclu cette fiche pour faire le lien entre émissions de gaz et consommation énergétique. 3/4 des gaz émis sont d'origine énergétique. Et en Haute-France, comme en France, on a, depuis 1990, augmenté de plus 8% nos consommations d'énergie. Donc, en fait, les choses à retenir de cette fiche, c'est qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone, et qu'on est encore loin de la sobriété énergétique qui pourrait permettre de réduire ces émissions. Et donc, je vais passer la parole à Aurélie sur la fiche GES, sur la fiche des énergies renouvelables.
Bon. Bonjour, donc je vais vous présenter la fiche ENR. Donc je partage juste mon écran. Attendez, hop, voilà. Donc en fait, finalement, cette fiche est une exclue dans les Hauts-de-France, puisqu'aucun organisme n'a la vision globale de toutes les énergies renouvelables. Alors, elle comporte... attends, hop, je vais la mettre là. En fait, ça marche pas comme je voulais, donc je vais parler en même temps. Elle comporte aussi les premiers chiffres... attendez. On a un petit problème technique là, mais c'est pas grave, on va prendre le temps de le résoudre. Juste là, sur les gaz à effet de serre, bah, c'était un petit peu la mauvaise nouvelle. C'est la fiche qui présente, voilà, qu'il y a quand même une reprise à l'échelle, voilà, à l'échelle régionale. Et puis finalement, sur la fiche de synthèse ENR, eh bien là, on a plutôt des éléments plutôt positifs. C'est bon. En termes d'évolution voilà, par rapport au contexte français. Est-ce qu'Aurélie, c'est bon pour toi en termes de partage? Donc oui, je vais reprendre un peu. Donc en fait, ce qui est intéressant de retenir, c'est que voilà, la production des énergies renouvelables a été multipliée par 2 entre 2010 et 2017, et qu'au final, ça représente 10% de la consommation finale. On a aussi dans cette fiche la particularité de représenter la répartition des énergies renouvelables et de récupération qu'on appelle communément ENR et R, R comme récupération. Et donc là, on peut avoir en page 2, on a la particularité d'avoir une représentation par flux énergétique, donc à la fois sur l'électricité et la chaleur, et aussi on l'a représenté avec les réseaux de chaleur. Donc normalement, ça s'affiche sur, voilà, sur deux pages ensemble. On a aussi le vecteur gaz injecté dans les réseaux et agrocarburants. Cette fiche est assez pédagogique avec un glossaire avec les définitions utilisées dans la fiche. Et en 4e page, on a le mix énergétique, donc entre 2010 et 2017, et la comparaison avec le national. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que la première énergie renouvelable en France et dans la région, c'est le bois. Et il y a quand même une grosse différence dans le mix, c'est que nous, on n'a pas d'hydraulique dans la région. Donc au final, pour permettre une meilleure appropriation pour chacun et outils les territoires, nous avons extrait de ces deux fiches des infographies. Donc on le retrouve dans des kits à télécharger. Donc on les retrouve à la fois dans la rubrique actualité ou via les liens qui sont dans la rubrique les ressources dans les fiches. En fait, les deux fiches, on les retrouve en dessous. Donc chaque infographie peut être réutilisée dans vos supports de présentation. Elles sont complètes avec un titre parlant et une source complète. Et certaines infographies ont même été un peu retravaillées pour faciliter leur utilisation. Voilà. Donc voilà, là on peut voir, on peut télécharger directement en zip toutes les infographies. Alors, nous allons, donc ça, ce sont des documents que vous pouvez retrouver sur le site. Les infographies sont utilisables pour vos argumentaires, vos documents. On va passer au point suivant avec Pierre sur les indicateurs régionaux. Oui, donc on va vous montrer en fait le pendant de ces fiches en ligne. Et donc du coup, les indicateurs régionaux donc sont disponibles dans la rubrique les indicateurs. Et donc en fait, comme vous l'a expliqué Emmanuel en introduction, on est sur le modèle pression état-réponse. Et donc on va pouvoir filtrer les indicateurs via cette fonctionnalité.
Donc, par exemple, pour les indicateurs de pression, donc la pression des activités humaines, c'est les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, et donc on a aussi toutes les données de production d'énergie renouvelable. Et donc, c'est les pressions des activités sur le climat. Et donc, on a toutes les données climatiques, donc les températures, les précipitations, le niveau de la mer, l'évolution du trait de côte, les risques météo-sensibles, pour montrer en fait que le changement climatique est une réalité en Hauts-de-France. Et donc, au final, on a aussi des indicateurs de réponse face au changement climatique. Comment on mène des politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et donc, le spectre de l'Observatoire Climat est justement pour, pour, pour nourrir nos argumentaires à la fois sur la réalité du changement climatique, les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre et les réponses qu'on y apporte. Et donc, en fait, derrière chaque indicateur, c'est un premier niveau d'indicateur, mais par exemple, derrière la consommation d'énergie, en fait, on trouve la consommation d'énergie pour les différents secteurs d'activité. On peut faire aussi un filtre par les différentes énergies. Et donc, on va retrouver ces deuxièmes niveaux d'indicateurs en cliquant. Vous avez voilà toute la liste des différents indicateurs de deuxième niveau. Et donc, en fait, cette fiche présente à la fois le chiffre clé à retenir de cet indicateur consommation d'énergie. On a tout un détail sur les méthodes des indicateurs, sur la pertinence des données et tout un onglet aussi sur la méthode employée. Donc, par exemple, sur les consommations d'énergie au régional, c'est un outil Excel qu'on a utilisé l'an dernier, Nord-Ener Nord Climat, spécifique à la région Hauts-de-France. Et donc, du coup, on a pu actualiser tous ces indicateurs avec un spectre de 2009 à 2017. Et donc c'est pareil pour les émissions de gaz à effet de serre où on a mis à jour et où on peut avoir des indicateurs de deuxième niveau sur les émissions de gaz direct et le détail par secteur sur 2009-2017. Et donc, je vais vous montrer aussi où on peut trouver toute la liste des indicateurs. Donc, en revenant sur la page principale des indicateurs, vous pouvez cliquer ici. Et donc, en cliquant ici, vous allez avoir une page avec toutes les informations et vous pouvez télécharger notre liste d'indicateurs en PDF. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble cette liste indicateurs en partageant mon écran. Voilà, donc ça se présente en fait sur la forme d'un fichier PDF où on peut avoir, où on retrouve toute notre liste d'indicateurs de premier niveau, donc température, précipitation, évolution du trait de côte, consommation d'énergie, les indicateurs de deuxième niveau, et en fait la disponibilité des données, si c'est des données qu'on a à l'échelle régionale, ou par exemple sur le transport de marchandises ou de transport de voyageurs à l'échelle EPCI et même communale. Et donc, on a aussi la date de dernière mise à jour. Donc, vous retrouvez toute cette liste donc dans la rubrique Mes indicateurs. Et donc, on va vous faire aussi une visite plus détaillée derrière un indicateur de niveau 2. Hop. Et donc, par exemple, sur les énergies renouvelables. Donc, en fait, tous les indicateurs de niveau 2, donc là, j'ai cliqué directement dans le bloc, se présentent de la même façon. Donc, on peut télécharger alors, attendez, ça se décale. On peut télécharger à ce niveau-là une fiche PDF. Donc, on a tout de suite toutes les informations. Il y a un petit chapeau explicatif et après un graphique dynamique qu'on peut gérer de différentes formes de graphiques. Donc on a les graphiques en courbe, en histogramme, en camembert et en point. On peut, si on se met par exemple sur les camemberts, gérer l'année. Alors choisir l'année des données, donc par exemple 2016. Donc un total s'affiche et on peut aussi gérer. Alors ça dépend des cas forcément, mais si on se dit qu'on veut pas finalement l'hydraulique, on peut décocher et le total évolue.
Donc, c'est pas forcément le but, mais voilà. On peut, on le voit pas bien là, mais on peut à droite télécharger en JPEG, en PNG ou en PDF l'image. Sous ces graphiques dynamiques, il y a toujours une analyse. Donc, c'est toujours une analyse régionale, par contre. Voilà. Et on peut télécharger le fichier Excel voilà, un fichier Excel avec dedans les données. Les, oula, j'ai perdu ma page. J'ai perdu ma page. On peut télécharger les données Excel avec toujours des métadonnées et les données brutes. Donc voilà, j'ai plus mon écran, désolée, je suis un peu perdue. C'est pas grave, prends le temps de le Ouais, je ne retrouver au cas où. Non, il y a, peut-être il y a perdu dans une, les. il y a une option. Ah voilà, là je vois, mais c'est plus moi qui ai la main. Euh, donc, oui, donc voilà, donc un fichier Excel qu'on peut télécharger. Voilà, si on pouvait voilà, me le télécharger. Donc voilà, à l'intérieur, on trouve des métadonnées qu'il est important d'avoir en mémoire et d'utiliser comme il faut. Et en dessous de l'indicateur, on a toujours la production, donc où on voit l'échelle, les unités, etc. Donc après, là, on a pris l'exemple des productions d'énergie renouvelable, mais on a aussi des indicateurs où ce n'est pas un graphique dynamique qui s'affiche, mais plutôt une image. Donc on a notamment les données météorologiques, donc de température, de précipitation. Et suite à une convention avec Météo France, seuls les signataires de la charte de partenariat de l'Observatoire peuvent obtenir ces données brutes. Donc en fait, il suffit de nous contacter pour, euh, pour signer cette charte. Donc nous allons parler plus précisément de ces données météo par la suite avec Météo France et Valentine Châtel juste après. Mais en attendant, est-ce que vous avez des questions sur cette rubrique, malgré les bugs un petit peu là, techniques de mon côté? Donc au cas où, utilisez le chat. On essaiera d'y répondre en direct. Alors, s'il n'y a pas de questions particulières, mais bon, sachez que donc là, on vous propose, mais c'est pas forcément évident. Ok, merci Olivier de nous dire que c'est très clair. On essaye de jongler sur les différents onglets du site. Voilà, donc c'est pas forcément facile, mais ça vous donne déjà un aperçu de ce que vous pouvez trouver concrètement. Du coup, je vous propose qu'on passe à la partie suivante en accueillant Valentine Châtel, que je remercie chaleureusement là pour son intervention, pour un zoom sur du coup les données climatiques. Valentine, c'est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Du coup, merci beaucoup à vous aussi de m'accueillir pour faire cette présentation. Du coup, avec l'Observatoire, on a une convention qu'on met à jour assez régulièrement pour fournir des données d'observation, justement pour que les territoires puissent avoir des informations bien spécifiques sur ce qui se passe et sur le fait que le changement climatique, comme ça a déjà été rappelé, est vraiment réel et déjà en place. Du coup, on fournit des données météorologiques brutes sous forme de tableurs. Du coup, vous pouvez passer à la slide suivante. Qu'on actualise tous les 2 ans. Donc là, notre dernière fourniture de données, elle date de l'été dernier. Donc, on mettra à jour les données d'ici 1 an. Et en plus, en fait, de cette fourniture de données brutes, on fournit aussi des indicateurs du changement climatique avec donc des analyses et un diagnostic climatique territorialisé. Je vais vous le présenter juste après, qu'on met à jour seulement tous les 4 à 6 ans, parce qu'en fait, il nous faut un petit peu de temps pour traiter les données et il faut en fait comme il y a une partie climat futur aussi dans ces indicateurs et dans ces diagnostics, en fait, on a besoin d'avoir un petit peu de recul pour comprendre ce qui se passe.
Dans ce processus en fait de fourniture de données, on a plusieurs étapes. Une des étapes importantes qui nous a pris pas mal de temps l'été dernier, ça a été en fait de resélectionner les stations météorologiques qui vont être le plus représentatifs de la région, du territoire, avec la meilleure qualité. Et donc pour ça, on utilise 2 types de séries de données. Donc à chaque fois, ça va être précisé quel indicateur est utilisé avec quelles données. Donc on utilise les séries homogénéisées, qui sont des longues séries de données qui ont été traitées statistiquement en amont pour qu'on ne puisse ne pas voir toutes les erreurs qui peuvent être dues à la mesure si on change l'environnement, si on change le capteur. Donc c'est des séries sur lesquelles on est sûr de la qualité et sur lesquelles en fait on met toute notre confiance dans les mesures et on sait que les mesures sont représentatives de ce qui se passe. Et quand on ne peut pas se servir de ces données-là, on se sert d'autres données en fait qu'on appelle des séries quotidiennes de référence. Donc c'est des séries brutes qui ne sont pas retraitées derrière statistiquement, mais du coup on sélectionne les stations météorologiques pour qu'elles respectent de nombreux critères de qualité. On veut des longues séries de données, donc sur la période 1955-2018. On cherche des stations qui n'ont pas été déplacées, sur lesquelles il y a eu très peu de changements de capteurs et sur lesquelles on a eu beaucoup de suivi et beaucoup d'entretien. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des données qui sont vraiment qualitatives, dans lesquelles on peut avoir confiance. Et du coup, une fois qu'on a sélectionné ces stations, donc je vais vous montrer juste après sur une carte, on n'en a pas énormément sur le territoire, mais encore une fois, c'est des stations dans lesquelles on fait vraiment confiance. Et du coup, une fois qu'on a sélectionné ces stations, on va en fait faire le calcul de tous les indicateurs et du coup faire les différentes analyses. Du coup, donc ça c'est la carte du territoire. Donc comme vous pouvez le voir, on a une dizaine de stations qui sont référencées. Une fois en fait qu'on a référencé ces stations, on a aussi en fait fait un découpage climatique des Hauts-de-France. L'idée c'est de savoir dans quelle zone on peut se rattacher à quelle station. Donc on a découpé en 5 zones, donc la côte ouest, la côte nord, la partie colline de l'Artois, une zone 4 qui est assez importante qui est là au niveau de toute la plaine en fait, et du coup une zone 5 plutôt sur la Vénois et la Thiérache. On n'a pas traité l'aspect bassin parisien et pays de Bray, parce qu'on considère que c'est des zones qui sont plutôt climatologiquement rattachées à la région parisienne et qui sont plutôt traitées par nos collègues d'autres observatoires et donc d'autres régions de Météo France. Donc pour ces 10 stations qu'on a sélectionnées et dans lesquelles on est sûr des données, on a en fait 4 types d'indicateurs donc qui sont représentés par les petits symboles. Donc, soit les indicateurs météorologiques de base, donc ce qu'on appelle de base, ça va être les températures minimales, moyennes, les maximales et les cumuls de précipitations. Soit les indicateurs qui vont être liés au niveau des températures maximales, les journées chaudes, ce qu'on appelle les jours anormalement chauds, je vous le détaille juste après, et les vagues de chaleur. Soit ce qui est lié à la température minimale, donc les jours de gel et les nuits tropicales, c'est pareil, je vous précise les définitions juste après. Et après, ce qui va être lié aux précipitations, donc les jours de forte précipitation, les jours sans pluie et tout ce qui est sécheresse. Du coup, quand on parle des indicateurs météorologiques de base, vous pouvez passer à la slide suivante. On a 8 paramètres. On parle de moyenne et d'anomalie, donc de différence à la normale climatique. Parce qu'en fait, l'anomalie, ça va parler un petit peu plus aux gens qu'une moyenne, parce que quand on va regarder une moyenne à l'année, ça ne nous parle pas beaucoup, alors que si on dit que sur la dernière année, ça a augmenté de 1 degré ou de 2 degrés, c'est beaucoup plus précis pour les gens et ça parle beaucoup plus. Donc pour les températures, que ce soit les minimales, les maximales ou les moyennes, on a donc cette notion de température et d'anomalie. De la même façon pour les précipitations. Donc ça, ces informations-là, elles sont disponibles sur les 8 stations qui sont citées ci-dessous. Et du coup, on utilise donc ce qu'on appelle les séries homogénéisées, celles qui sont traitées et du coup sur lequel on sait que le signal climatique, le signal qu'on peut voir, il est uniquement dû au climat. Donc, quand on passe aux indicateurs suivants, donc quand on parle de ceux qui sont liés à la température maximale, on a donc le nombre de journées chaudes. Donc, c'est quand la température maximale est supérieure à 25 degrés. Et les nombres de jours anormalement chauds, c'est quand la température maximale elle est supérieure à plus de 5 degrés que la normale. Et on regarde aussi les nombres de jours de vagues de chaleur, parce que c'est des choses qui nous concernent de plus en plus sur notre territoire. Et donc, c'est quand on a des jours anormalement chauds
donc 5 degrés au-dessus de la normale pendant au moins 5 jours consécutifs. Donc ces 3 paramètres-là, on les a sur 6 stations sur le territoire. Et là, on a besoin de données quotidiennes parce que du coup, on va regarder jour par jour ce qui s'est passé. Et donc du coup, on est plutôt sur des séries quotidiennes de référence. Mais encore une fois, c'est des stations sur lesquelles on a vérifié en fait la qualité des données et on est sûr qu'elles ont été bien entretenues et sur lesquelles on a très très peu de manques. Et donc, on a des données qui sont vraiment qualitatives. Du coup, de la même façon, quand on regarde les indicateurs qui sont liés aux températures minimales, du coup, on regarde donc les nombres de jours de gel. C'est un indicateur qui est très important dans le changement climatique parce que du coup, ce nombre de jours de gel, c'est très très parlant et quand on voit qu'il diminue, ça inquiète beaucoup de gens. On regarde aussi donc les nuits tropicales. Donc c'est quand la température minimale elle reste supérieure au-dessus de 20 degrés. C'est très important parce que en termes d'énergie, c'est aussi des nuits où on a besoin de plus de climatisation. C'est des nuits où le corps a plus de mal à se remettre. Donc c'est aussi un indicateur très important. Donc ces deux paramètres, on les a sur 5 stations et donc de la même façon, on utilise des séries quotidiennes de référence. Et la dernière grosse famille d'indicateurs météorologiques, c'est tout ce qui va être lié aux précipitations. Du coup, on regarde le nombre de jours de fortes précipitations. Donc, quand on a un cumul journalier qui est supérieur à 20 mm, on regarde aussi le nombre de jours sans pluie, ce qui nous permet en fait de déterminer la période de sécheresse maximale et donc le nombre de jours consécutifs sans pluie. Et donc, ces informations-là, on les a sur 6 stations sur le territoire et on utilise toujours des séries quotidiennes de référence. Et donc, pour chaque indicateur, ce qu'on a fourni en fait à l'observatoire, c'est donc une présentation et une définition de l'indicateur avec vraiment toutes les méthodes de calcul. Une présentation sous forme de graphique sur l'ensemble de la période de 1955 à 2018 pour voir en fait l'évolution de ces chiffres et une présentation sous forme de tableur avec des résultats chiffrés et avec des calculs de tendance par décennie. Donc là par exemple c'est donc la température à Lille et donc on peut voir que sur la période 1955-2017 on est déjà à plus 0,32 degrés par décennie. Donc ce qui nous fait déjà atteindre une certaine augmentation de la température et à chaque fois on a calculé des seuils de confiance. Donc c'est des seuils de confiance qui sont calculés statistiquement pour appuyer encore une fois le fait qu'on est sûr en fait de nos résultats et du coup en tout cas bon là pour le coup pour le signal température on a vraiment une information sur laquelle on peut vraiment partir avec et faire des choses. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour chaque indicateur que je vous ai présenté. Et après, pour chaque région, donc les cinq régions qui sont issues du découpage climatique, on a fait en fait un petit texte où on a présenté les spécificités climatiques de la zone, les épisodes marquants, une évolution récente du climat et une évolution possible pour la fin du XXIe siècle. C'est pour ça que ce découpage et ces diagnostics, en fait, ils sont actualisés que tous les 4 à 6 ans, parce que du coup, la partie évolution récente du climat et évolution possible pour la fin du XXIe siècle, elle a moins besoin d'actualisation que les données brutes. Donc voilà pour ce que je pouvais vous présenter sur les données qui ont été fournies à l'Observatoire. Donc je vais enchaîner. Donc la carte présentée par Valentine en fait se retrouve dans les ressources documentaires. Donc on peut filtrer par auteur. Donc ici, si je fais nouvelle recherche, on peut taper Météo France. Donc hop, Météo France et filtrer. Et là, donc là, on trouve à la fois la carte du découpage climatique. Donc on peut télécharger avec quelques explications et comme disait Valentine, des diagnostics, voilà, des fichiers texte au final, avec à la fois les éléments techniques de production des séries de données et tout ce qui est de données climatiques territorialisées par zone. Donc si je clique ici, voilà, donc là on peut avoir le fichier complet. Et nous, à l'Observatoire, pour faciliter le travail, donc on a réutilisé le diagnostic de Météo France et on l'a scindé finalement en 5 diagnostics pour les 5 zones climatiques. Et donc on peut le retrouver à la fois dans les ressources documentaires, mais aussi dans la rubrique des grandes questions, comment territorialiser les enjeux de l'adaptation au changement climatique.
Donc là, mon écran est en pause, je ne sais pas pourquoi. Oh, ça a encore tout cassé. Et une fois de plus. Donc, dans la rubrique les grandes questions, si on filtre, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un problème de partage. Donc là, je ne vois toujours plus l'écran. Donc voilà, donc on a vraiment toutes les données et en fichier comment dire, Excel et en fichier et en analyse. Donc en fait, le travail apporté par le CERD est plus sur l'analyse où on a quand même complété le travail de Météo France avec leur accord. Et voilà, comme ça, on trouve vraiment chaque station avec tous les paramètres qui correspondent. Donc voilà, dans la rubrique les grandes questions, on a bien les chiffres clés avec, dans une rubrique un peu les chiffres clés, la cartographie et les 5 diagnostics. Donc voilà, et on retrouve bien sûr toutes ces données, mais un peu plus générales, plus régionales dans les niveaux 2 des indicateurs. Merci. Donc, il y a quelques petites questions dans le chat. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre à toutes. Il y en a une concernant les évolutions de température, donc ce que l'on sait, mais je laisserai éventuellement Valentine y répondre, mais on a plus de degrés en Hauts-de-France depuis 1955, donc ça c'est une réalité qu'on connaît. Attention, ce n'est pas à comparer au 1,5 et plus de degrés de l'accord de Paris, puisque là, ce chiffre-là, il est sur l'ensemble de la planète, y compris la partie des océans, alors que le plus de degrés depuis 1955 en Haute-France est une donnée continentale. Je me retourne vers Valentine, au cas où je dis une bêtise, mais il me semble que c'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Voilà. Il y a une question concernant la sécheresse des sols. Je me tourne vers Aurélie, on a un tout petit peu traité ça. Je ne suis pas sûr que nous ayons les indicateurs en tant que tels sur notre base, mais il existe des sources concernant cela. On va creuser là spontanément, nous on n'a pas la réponse. Oui, enfin une des réponses qu'on peut apporter, c'est que on a notre partenaire les chambres agriculture qui sont en train de monter un observatoire, l'Oracle, sur l'effet des réchauffements climatiques pour le secteur agricole. Et en fait, on est en partenariat avec eux et c'est eux qui vont pouvoir fournir des indicateurs, notamment sur la sécheresse des sols. Et donc, on est en partenariat avec eux, donc on va voir comment valoriser toutes ces données. Il y a une question, Valentine, si tu l'as vu passer, qui concerne l'évolution possible du climat. Est-ce qu'on peut répondre à cela ou... Ouais. En fait, du coup, pour la partie évolution possible du climat, en fait, on se base sur des modèles du coup climatologiques qui sont proches des modèles météorologiques qui nous servent tous les jours à faire de la prévision. Mais en fait, du coup, ce qu'on cherche, c'est donc de la prévision sur du long terme. On fait de la projection, parce qu'on appelle plus ça de la prévision climatique. On fait de la projection en fait jusqu'à 2100, et en fait, on regarde pas au jour le jour. En fait, on va regarder des moyennes sur un horizon lointain, donc un horizon moyen, la période 2050-2070, un horizon lointain 2070-2100. Et en fait, on va surtout regarder les maxima, les minima, les variations et la variabilité en fait de ces nouvelles projections climatiques. Ça va nous donner en fait des indices sur ce qui va se passer et ce qui peut se passer. Et en plus, dans ces scénarios en fait d'évolution du climat, on insère des scénarios d'évolution de gaz à effet de serre. Donc, c'est des scénarios qui ont été déterminés par le GIEC. Et donc, en fait, c'est comme ça en fait qu'on regarde l'évolution possible du climat. Donc, quand on parle de l'évolution, c'est toujours rattaché à un horizon. Généralement, on prend une moyenne sur 30 ans, ce qui nous permet en fait de réduire la marge d'erreur. C'est rattaché à généralement une moyenne entre différents services climatiques parce qu'on a énormément de services climatiques sur la planète à faire de la projection. Et après, en fait, on regarde aussi en fonction du scénario d'émissions de gaz à effet de serre, en fonction des choix sociaux, économiques qui vont être faits et donc des émissions qui vont être relâchées dans l'atmosphère. D'accord, très bien. Et du coup, Valentine, il y a une petite question sur, peut-être qu'on peut le repréciser, sur les données météorologiques accessibles pour le sud de la région et
précisément le sud de l'Aisne, et je me souviens plus que lorsqu'on a montré la carte si le sud de l'Aisne était concerné par plutôt le secteur du bassin parisien. Oui, le sud de l'Aisne, on considère que ça se rapproche un peu plus du bassin parisien. Après, on peut toujours prendre les résultats de la station de Saint-Quentin, parce que c'est une station sur laquelle on est sûr. En fait, ça dépend toujours du niveau de détail qu'on a besoin derrière, parce qu'on n'a pas un réseau de stations météorologiques qui est très très énorme, notamment sur des stations sur lesquelles on a très peu de manque et avec une période très très longue. Et c'est surtout ça en fait qui est important pour voir l'évolution du climat. On a besoin d'une période suffisamment longue et très peu de manque. Et après, je sais qu'il y a des études similaires qui sont faites en fait au niveau donc de la partie Météo France Île-de-France. Et du coup, je pense qu'il faudrait plutôt se rapprocher. Il me semble qu'il y a un observatoire aussi du climat plutôt côté Île-de-France. Et je pense qu'il faut plutôt se rapprocher de ce côté-là. Ok. Alors, il y a une question intéressante là sur les vents et sur, disant que finalement, ça a un impact sur notre façon de vivre. Est-ce que ça, c'est mesuré précisément? Est-ce que c'est historisé à Météo France? Tout comme les stations de température, enfin tout comme les relevés de température et de précipitation, on fait aussi des relevés de vent. On est en train de créer justement les séries homogénéisées de vent pour pouvoir aussi gommer tout l'aspect. En fait, sur le vent, les données peuvent être un peu faussées parce qu'entre 1955 et 2018, on a des bâtiments qui se sont construits et donc du coup, on a en fait du vent qui est perturbé. Donc pour sélectionner les stations, c'est aussi compliqué. Mais du coup, on est en train de mettre en place sur l'aspect vraiment territoire, donc France, on est en train de mettre en place un réseau de stations de vent aussi qui pourrait être utilisé pour l'évolution, enfin pour la perception du changement climatique. Il y a certaines stations sur lesquelles on sait déjà qu'elles sont de bonne qualité et on voit en effet une évolution. Mais j'ai pas vraiment les résultats en tête parce que du coup, c'est plutôt le vent, il est traité plutôt à l'échelon national. Et du coup, on le traite pas en région. Alors, il y avait une question sur le partenariat avec les universités. Donc oui, il y a des travaux sur le sujet. Notamment, là, il y a un projet qui est en cours qui s'appelle Climents. On diffusera là les éléments que l'on a à notre disposition à ce sujet. Parce que là, on aura du mal à aller repartir dessus là tout de suite. Je regarde un petit peu le chat en même temps. Alors, il y a une question qui concerne finalement le comparatif avec d'autres régions. L'ensemble des régions connaît de toute manière un certain nombre de vulnérabilités. Et on sait que finalement, les événements, les choses anormales, les événements anormaux finalement se multiplient. Donc, la hausse des températures, je crois qu'elle est quand même assez variable et aussi en fonction des lieux. Vous connaissez le phénomène des îlots de chaleur, par exemple, donc en fonction des endroits où on se situe, plus ou moins urbanisé, voilà. Donc on voit bien qu'il y a des différences. Bon. Ce qui veut dire que finalement, dans chacun des territoires, on doit se saisir de ces sujets-là pour être en mode adaptation au changement climatique. Ça, c'est clair. Oui, Valentine, peut-être, il y a une question sur la fréquence, l'intensité des événements extrêmes. Ben ça, on en dispose, puisqu'on a constaté, il me semble que dans les 15 dernières années, c'est là où on retrouvait les 10 événements extrêmes voilà, majeurs qu'on connaît historiquement. Enfin, je le formule peut-être pas très bien, peut-être Valentine peut le mieux le formuler que moi. Oui, en effet, on voit clairement qu'on a une intensification des événements extrêmes. Mais pour le moment, il y a encore des fois où certains événements extrêmes, on a du mal à les relier au changement climatique. Parce que comme on n'a pas suffisamment de recul, des fois, c'est assez compliqué de savoir si cet événement extrême, il a
eu lieu parce qu'il revient une fois tous les 100 ans et donc en fait on est dans cette période-là, ou si vraiment il est lié au changement climatique. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de vagues de chaleur, pour l'instant, tout ce qu'on a connu, c'est vraiment lié au changement climatique parce qu'on a pu le prouver. Et en fait, on a prouvé que c'était des températures qu'on n'avait jamais atteintes dans les décennies précédentes. En termes de pluie aussi, ça a été prouvé que le réchauffement climatique, du coup, avait intensifié donc les pluies extrêmes, les précipitations très fortes, notamment tout ce qu'on peut voir sur le pourtour méditerranéen. Il y a beaucoup d'études là-dessus en ce moment. Et donc, du coup, en fait, on voit à l'échelle de notre territoire, à l'échelle de la France et aussi à l'échelle de la planète, qu'on a voilà, vraiment une fréquence des événements extrêmes qui est modifiée, une intensité aussi. Et en effet, comme ça a été signalé, pour beaucoup des événements extrêmes, on a connu les cyclones les plus intenses, on a connu les précipitations les plus intenses. Enfin, dans les 10 dernières années, on a souvent 8 des 10 vagues de chaleur les plus intenses, 8 des 10 cyclones les plus intenses et ainsi de suite. Pour ces événements-là et pour en fait tout ce qui est, enfin si vous voulez creuser un petit peu plus sur les impacts du changement climatique, je vous conseille le site Climat HD, je vous mettrai le lien juste après dans le chat, qui vous permet en fait de voir sur la partie climat passé, de la même façon en fait que ce qui a été présenté, des indicateurs avec des cartes sur toute la France. Donc c'est à l'échelle des anciennes régions, donc c'est encore Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ça devrait plus tarder à changer. Et du coup, il y a aussi une partie climat futur sur laquelle on fait des projections. Je vous mets le lien juste après dans le chat. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Valentine, qu'il y avait cette question du gel, le nombre de jours de gel qui diminue. Là, notamment, on voit ça sur Boulogne-sur-Mer, que c'était préoccupant. Mais c'est vrai qu'au bout du bout, on a quand même des régions, par exemple la côte atlantique, où on n'a pas forcément de jours de gel. Alors même si ça a certainement un impact en fait sur les écosystèmes, certainement les cultures, finalement, ce sont surtout les phénomènes liés, par exemple, là vous citiez les nuits tropicales, voilà, les pluies puissantes, voilà, finalement c'est plus ces phénomènes-là qui sont quand même ultra impactants, quoi. Oui, tout à fait. Du coup, pour les personnes qui iront télécharger les données ou voir les résultats, vous pourrez voir que l'aspect nuit tropicale, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout au début de la période sur le territoire et c'est maintenant des choses que l'on connaît de plus en plus. Et après, ce qu'il faut voir avec ce genre d'indicateurs, c'est que c'est des indicateurs avec des seuils. Donc, la nuit tropicale, c'est 20 degrés. On a fait le choix de s'aligner en fait sur les indicateurs nationaux pour pouvoir en fait comparer une région à une autre. Et donc ça se trouve en fait en quelques années, c'est des choses qui vont augmenter de façon très très rapidement parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de nuits où on est à 19, à 19,5, à 19,8 et donc du coup c'est des températures, enfin c'est des nuits qui sont pas encore comptées, mais c'est des nuits déjà chaudes qu'on a. C'est là où on voit bien, en fait, parce qu'on sort à peu près là du Covid, et cette question de la résilience, elle est quand même très importante. Est-ce qu'on a su rebondir? Est-ce qu'on a su s'adapter rapidement, etc. Et effectivement, ce sujet-là, il est quand même assez préoccupant parce qu'on est dans une région où on a un bâtiment, des logements qui ont quand même une isolation assez faible pour toutes les raisons qu'on connaît, hein, historiques. Et du coup, là, on voit bien la vulnérabilité. On voit bien des populations qui sont âgées ou qui ont peu de moyens, etc., qui risquent véritablement de subir en fait. Hein, là, si on prend ces nuits tropicales, c'est quelque chose qui est clair, quoi. Et donc, ça introduit quand même vraiment des différences sociales qui sont quand même assez insupportables. Et donc, c'est en cela où ce qu'on peut espérer au global, c'est que si plan de relance il y a, finalement, que ça soit véritablement un plan de relance en transition et qui intègre notamment cette question-là. Hein, et sur la question du bâtiment, c'est assez, je trouve, essentiel. S'il n'y a pas d'autres questions, après on en a peut-être zappé, hein, mais on revisitera le chat pour vous renvoyer des éléments. Quand même, alors merci beaucoup Valentine. Hein. Je voulais souligner quand même que, enfin, on voit bien là, même si nous tous là, on rentre pas forcément dans la profondeur de ce métier-là et de tout ce que ça implique, qu'il y a quand même une sacrée robustesse en termes de méthodologie, de travail de Météo France.
un soin quand même assez fort là en termes de mesures pour produire ces données. Donc ça, c'est quand même assez essentiel. Et c'est vrai que Valentine nous disait par ailleurs hein, que y a des moyens qui se réduisent aussi. Et donc c'est en cela où il y a des stations qui sont pas forcément suivies comme on l'aurait souhaité. Et donc voilà, ça c'est peut-être aussi, alors peut-être naïvement, mais finalement un deuxième message quand même à se dire, c'est que quand même tout ça c'est excessivement important. D'avoir ces éléments de mesure, ces moyens pour qu'on puisse continuer à faire ces historiques. Je propose qu'on passe à la suite sur le volet de la territorialisation des données. Donc, tout à l'heure au démarrage, nous avons parlé de ces éléments plutôt à l'échelle régionale. Et donc, effectivement, dans une dynamique, dans une envie collective de travailler sur le suivi, l'évaluation, c'est important qu'on puisse avoir des éléments qui soient territorialisés. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire là au sein de l'Observatoire, avec des données qui sont à différentes échelles, hein, que ça soit SCOT, à l'échelle des EPCI, des communes. Alors, tout ça est variable en fonction des types d'indicateurs. Et donc ça, c'est véritablement un enjeu. Donc on s'y attelle en fait d'arrache-pied, c'est comme ça qu'on dit. Là, sur toute cette année 2020, nous avançons, c'est ce qu'on va vous présenter succinctement. On a tout un chemin d'ici fin d'année 2020 pour pouvoir offrir cette territorialisation sur le site du CERD. Je vais passer la parole à mon collègue Pierre qui va démarrer cette partie-là en vous donnant juste un petit aperçu du cheminement d'une donnée sans rentrer dans le détail. Oui, en fait, on voulait faire de la pédagogie pour vous expliquer en fait comment on territorialise une donnée, expliquer le cheminement de base de données source à un indicateur disponible en ligne sur le site de l'Observatoire Climat. Tout d'abord, en fait, il y a une phase de collecte très importante grâce à des partenariats, en allant aussi chercher des bases de données sur les sites du SDES. Donc le SDES, c'est le service statistique du ministère, des données de l'INSEE, des données sectorielles, des opérateurs d'énergie et à terme aussi des données des territoires. Et donc tout ce travail se fait notamment avec des conventions de partenariat. Donc par exemple, on vous a montré les données Météo France grâce à un partenariat fort avec Météo France dès la création de l'Observatoire Climat. Et donc en fait, une fois qu'on a cette donnée, il y a deux choix possibles. Soit on diffuse la donnée, mais même pour diffuser la donnée telle quelle, il faut d'abord avoir une analyse, une compréhension de la méthodologie employée, faire des croisements, des regroupements pour pouvoir la mettre en ligne sur notre site internet. Et il y a une deuxième partie, plus sur tout ce qui est consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, où on doit modéliser cette donnée parce que on peut pas mesurer comme ça avec un mesuromètre dehors les émissions de gaz. En fait, c'est tout un travail de modélisation de la donnée et en prenant des données sources et aussi, faut aussi s'adapter aux données Hauts-de-France et faire tout un travail en fait de réflexion méthodologique. Et donc, pour traiter ces bases de données sources qui peuvent être nationales, des données des douanes, etc. Et donc, c'est tout le travail qui est en cours en ce moment. Donc, par exemple, sur les ENR, faut même créer des méthodologies puisqu'au national, il n'y a pas encore de méthodologie bien définie et chaque région a aussi ses spécificités. Et sur le travail sur la consommation d'énergie, on fait un travail partenarial avec Atmo où on part sur les mêmes bases de données et on essaie de voir, d'améliorer en fait les méthodologies pour vraiment avoir une convergence de nos données. Donc il y a eu tout un travail historique où auparavant les données étaient assez écartées, mais ces dernières années on a vraiment convergé pour avoir et puis avoir aussi l'analyse énergie-climat. Et donc, on va pouvoir vous montrer les quelques premières données qu'on a issues de ces travail. Et donc, on travaille aussi, par exemple, on est aidé avec des spécialistes de l'énergie, comme le Bureau d'études énergie demain, donc sur une méthodologie que je vous présenterai tout à l'heure sur le transport de marchandises. Et donc,
une fois qu'il y a tout ce travail méthodologique qui est fait en amont, il faut compiler ces données-là. Donc faire des calculs, des agrégations sur les bases pour en fait préparer des données sources en entrée de notre SGBD. Donc SGBD, c'est notre système de gestion de base de données. Donc pour les puristes, c'est une base de données en MySQL. Et donc par exemple, la dernière livraison qu'on a eue la semaine dernière, à une semaine du webinaire, c'était une table sur le transport de marchandises et accrochez-vous, elle faisait 2 millions de lignes. Donc cette table est en entrée, mais une fois qu'elle est en entrée de notre système de base de données, c'est pas fini. Il faut pouvoir relier toutes ces différentes tables entre elles. Et donc du coup, on réalise des scripts pour faire en fait des calculs, aller chercher dans cette table de 2 millions de lignes, aller chercher les bonnes valeurs pour correspondre à un indicateur que l'on souhaite en sortie. Et donc là, par exemple, le vendredi dernier, on a fait tourner un script sur la consommation d'énergie du transport de marchandises pour avoir cet indicateur en ligne. Et donc, dans les prochains mois à venir, on a tout ce travail de territorialisation des données pour, à terme, comme Emmanuel Bertin l'a dit, avoir l'objectif d'avoir qu'un territoire puisse avoir un bilan complet, conso d'énergie, ENR, EGES à l'échelle territoriale, et plus d'autres indicateurs qu'on a à l'échelle territorialisée. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est en fait tout ce travail de l'ombre. Et du coup, les indicateurs en ligne sont en fait le sommet de l'iceberg. Et du coup, la force de l'Observatoire Climat, c'est tout ce cheminement de la donnée pour avoir une donnée en fait fiabilisée grâce à différents partenaires, des réflexions méthodologiques, certes qui peuvent faire plusieurs mois, mais pour être sûr à la fin qu'on a une donnée homogénéisée et aussi une donnée homogénéisée pour les différentes échelles des territoires, pour après pouvoir faire des comparatifs. Et notamment, ça, c'est important pour ce qu'on va voir dans la suite des webinaires, le suivi et l'évaluation des démarches énergie-climat. Et en fait, on ne produit pas simplement des indicateurs pour faire joli. L'objectif, c'est vraiment que ces indicateurs outillent les territoires et nourrissent, en fait, ils nourrissent les argumentaires du CERN, ils nourrissent tous les différents programmes d'activité de nos collègues chargés de mission. Donc, par exemple, on vous a montré dans le chat le site Plus de degrés qui fait de la pédagogie sur le climat, sur la consommation d'énergie et une projection, si on réussissait la transition énergétique à l'horizon 2050. Par exemple, les ambassadeurs du développement durable aussi utilisent ces données pour faire des interventions sur tous les Hauts-de-France. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'outiller les territoires et les institutions pour leur démarche énergie-climat. Donc voilà, pour la pédagogie, maintenant on va vous montrer en ligne ce que les territoires peuvent télécharger comme indicateur. Juste avant qu'Aurélie reprenne la main, techniquement, juste souligner que du coup, tout ce cheminement est robuste grâce à l'ensemble de l'écosystème, en fait, des fournisseurs de données, des partenariats, et finalement à cette idée de concevoir l'observatoire comme véritablement un outil partagé, partenarial. Et cela dès son origine, en fait. Et donc, c'est ça qui fait vraiment cette qualité. Donc ça, c'est quand même à souligner parce que cette attention de coopération que l'on a tous autour de la table sur le sujet est quand même extrêmement importante. C'est quelque chose auquel sont attachés aussi nos partenaires de l'État, de l'ADEME et de la région. On peut continuer sur la suite, Aurélie, je te passe la main. Oui, donc là, on va faire un petit tour sur la rubrique Mon territoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours, qu'il est important en fait de lire toutes les informations dans le chapeau parce qu'il y a parfois des informations primordiales. Par exemple, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut filtrer soit par commune, soit tout le territoire particulier, mais on a des fois des données qui ne sont pas au communal parce que il y a des secrets statistiques, des accords avec des partenaires, donc on décide de ne pas fournir ces données. Donc voilà, c'est juste s'il n'y a pas ces données, il faut penser à changer le filtre notamment.
Après, donc en descendant sous le chapeau, on a toute une recherche par filtre. Donc on peut aller de la région aux communes en passant par les ex-pays PNR, PETR, les PNR, les SCOT et les EPCI. Alors, bien sûr, il n'est pas toujours évident d'avoir la dernière échelle actualisée. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a créé un petit filtre pour avoir ces données. Donc, si par exemple, je tape la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole, que je sélectionne toutes les communes, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut cocher ou décocher, qu'on filtre. Donc là, généralement, là, ça prend un petit peu de temps au niveau de cette rubrique, donc il faut juste un petit peu patienter. J'évite des manipulations en plus. Donc on a sur la gauche ici des informations sur les échelles territoriales supérieures. Donc voilà, si vraiment on ne trouve pas de données, c'est important d'aller soit sur le pays, le SCOT, le département ou la région. Donc on trouve une cartographie avec une épingle. Donc, je vais cliquer juste après, mais on a aussi, pour trouver les indicateurs, voilà, toutes les ressources qui se trouvent en dessous et on peut cliquer sur les indicateurs. Mais le plus intuitif, voilà, c'est de cliquer sur l'épingle. Voilà. Donc, sur la communauté d'Amiens Métropole, si on scrolle un petit peu, donc là, il y a tous les indicateurs sur cette échelle. On trouve un indicateur qui s'appelle commune, nombre et liste par échelle territoriale. Voilà, donc là on a le total de nombre de communes et on peut télécharger l'Excel. Donc je vais éviter de le faire parce que c'est un peu long, mais vous, votre objectif en tant que territoire, c'est de contrôler notamment les SCOT, les PNR, si le territoire est bon et s'il n'est pas bon, de ne pas hésiter à nous contacter. Donc je vais revenir juste en arrière. Là, je vais prendre un petit exemple d'un autre indicateur. Donc voilà, je peux réinitialiser les filtres. Je vais choisir un département, donc le Nord. Je vais filtrer. Et voilà, de la même façon, il faut attendre un petit peu que ça charge. Et on peut à la fois voir qu'il y a les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure sur les diagnostics climatiques territorialisés de Météo France par zone. Donc on peut les trouver ici, donc en cliquant sur En savoir plus. Mais là, voilà, je vais montrer l'indicateur d'exposition des populations au risque météo-sensible. Donc, les données sont bien à l'échelle du Nord et non plus au régional comme tout à l'heure dans la rubrique les indicateurs. Mais sinon, les textes sont vraiment les mêmes que tout à l'heure. C'est des textes régionaux et pas appliqués au territoire. Donc, comme tout à l'heure, hein, si on clique un petit peu, on peut voir voilà, le total de communes exposées au risque météo-sensible, une explication. Et pour en savoir plus, il ne faut pas hésiter à revenir sur l'indicateur de niveau 1 comme précisé tout à l'heure. On peut télécharger les données et toujours avoir les mêmes informations que tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, comme Pierre, mon collègue, disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un travail conséquent là sur les énergies renouvelables. Donc, pour tout territorialiser, partir des fiches de synthèse qu'on a vues tout à l'heure et vraiment d'avoir toutes les données jusqu'au communal. Mais c'est quand même un travail assez conséquent et pas toujours évident. Donc, prenons par exemple le bois de chauffage. Chez les individuels, enfin chez les particuliers, il est compliqué dans le cadre privé au final de savoir combien de production de bois on met dans notre cheminée, par exemple, combien on chauffe de bûches, etc. Parce que c'est des données personnelles. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est quand même tout un travail de modélisation. On s'entoure bien entendu d'experts ou de partenaires quand ils existent et voilà, on fait un échange pour pouvoir réussir à avoir toutes ces données. Donc voilà, là le travail est en cours, donc actuellement il n'y a pas forcément encore beaucoup de données sur les énergies renouvelables, mais ce sera fait cette année. Donc là je vais passer la main à mon collègue Pierre qui va vous parler des consommations d'agriculture, plus précisément. Voilà. Merci Aurélie. Donc du coup, j'évoquais tout à l'heure le travail avec Atmo et un premier indicateur, c'est sur la consommation d'énergie du secteur agricole. Et donc par exemple, on va faire un trait sur Amiens Métropole. Bon, désolé, c'est par ordre alphabétique, donc
on peut pas faire toutes les communes. Et donc, par exemple, sur la consommation agricole, on peut pas encore fournir ces données à l'échelle communale, mais seulement à l'échelle EPCI, à cause de secrets statistiques et notamment. Et donc voilà, en filtrant, donc pareil, vous avez la petite épingle qu'il faut bien. Et donc du coup, j'ai préchargé, voilà. Et donc du coup, on obtient la consommation d'énergie pour le secteur agricole sur la communauté d'agglo d'Amiens. Et je vais vous montrer en fait plus en détail l'indicateur sur le transport de marchandises que j'évoquais. Donc voilà. Donc, ou pareil, on a le graphique dynamique. Une petite fonctionnalité toute récente, c'est que donc le total s'affiche bien et aussi on peut faire des filtres. Par exemple, on peut ça dépend des analyses, mais par exemple sur les émissions de GES, comme on a vu que l'industrie a un poids important, on peut par exemple faire ce camembert en coupant l'industrie et voir que le transport, c'est quand même un tiers des émissions si on nommait les émissions de l'industrie, pour montrer que nous, citoyens élus, on a des secteurs d'activité sur lesquels on peut agir pour pouvoir euh, baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette fonctionnalité est pas mal et du coup voilà, c'était une petite astuce à vous montrer aussi. Et donc du coup, on peut télécharger le fichier Excel. Donc je vais vous montrer en fait à quoi ressemblent les fichiers des données brutes. Tac. Voilà, donc normalement vous voyez mon fichier Excel. Donc il y a tout un onglet en fait sur les métadonnées. Et donc c'est là où on va expliquer la description de l'indicateur. Donc en fait sur les transports de marchandises, on est sur un modèle responsabilité, c'est-à-dire, enfin dans le langage technique c'est gravitaire, c'est-à-dire on va estimer les consommations suivant en fait les activités du territoire, ce qu'elle attire comme flux à la fois de chargement et de déchargement des marchandises. Et du coup, dans ce modèle-là, l'approche trafic, c'est-à-dire un véhicule qui traverse le territoire et sans faire de chargement-déchargement, n'est pas comptabilisée. Et donc, en fait, sur le transport, il y a deux méthodes. Il y a cette méthode-là, modèle qu'on appelle gravitaire, ou une autre méthode, modèle cadastral. Donc, notre partenaire Atmo est plutôt sur une approche cadastrale. Et donc, nous, le modèle qu'on a développé là, c'est gravitaire. Donc, du coup, les données sont complémentaires. Du coup, ça dépend de l'analyse que vous voulez faire dans l'élaboration de vos plans climat. Et donc, là, vous avez la description globale, mais si vous descendez, vous avez toute la généalogie de la donnée. Et donc, le bureau d'études qui nous a aidé à réaliser cette méthodologie a précisé les différentes bases de données sources utilisées. Et après, pour les utilisateurs les plus expérimentés, là, le travail est tout récent de la semaine dernière. Donc, le bureau d'études va réaliser une note méthodologique plus complète pour les territoires qui veulent vraiment creuser comment sont faits les différents calculs, par exemple en partant de l'enquête Citram, Eurostat, NST 2017, à vos souhaits. Du coup, voilà toutes les bases de données utilisées pour ce modèle-là. Et donc, voilà, donc tout un onglet métadonnées. Et donc, du coup, les données de vos territoires se trouvent dans notre onglet. Et donc là, par exemple, sur le transport de marchandises, on peut avoir les données par commune. Et par exemple, sur conso d'agriculture, ça serait juste le titre de votre PCI. Et donc là, en fait, on a fait un indicateur sur par énergie, mais dans le fichier Excel, on a fait un petit script pour avoir un peu plus de détails. Et notamment, on peut avoir le détail par mode. Donc le biocarburant gasoil pour les poids lourds, le biocarburant gasoil pour les véhicules utilitaires, etc. Et donc voilà, après, vous pouvez utiliser les données brutes pour vos différents diagnostics et outils. Voilà. Donc je vais repartager mon écran. Et donc au final, tout ce travail est en cours et du coup, on aura prochainement aussi l'utilisation des terres et le changement d'affectation des sols. Et en fait, pour reprendre la frise de tout à l'heure, si je vais revenir sur cette frise, en fait,
on a à la fois des données qui sont à ce niveau-là, sur la réflexion méthodologique, d'autres qui sont en entrée, mais il y a tout un travail pour les traiter. Par exemple, sur la table fret, là, on a fait seulement pour l'instant un indicateur sur la consommation d'énergie par énergie, mais on va pouvoir aussi faire un indicateur sur les émissions du transport de marchandises, ou aussi un indicateur qui trie par les différents modes de transport, ou sur justement sur les flux chargés ou déchargés du transport de marchandises. Et donc, c'est pour expliquer que on est à différentes phases dans ce chemin cette chaîne de production d'un indicateur de l'Observatoire Climat. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette rubrique Mon territoire? On va regarder le chat s'il y a des questions qui viennent. Alors, il y a une question, je ne sais pas si on saurait répondre là tout de suite, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'hydrogène ni de bio-GNV. On apportera quelques réponses par la suite. S'il n'y a pas d'autres éléments, d'autres questionnements par rapport à cela, bon, vous avez vu un petit peu cet aperçu qui va pouvoir prendre un peu d'ampleur sur d'autres indicateurs de l'Observatoire dans les semaines et mois à venir. Alors, savons-nous si les territoires utilisent les données? Oui, on a pas mal de qu'on appelle des questions-réponses. On a pas mal de contacts de territoires qui utilisent ces données-là. Par exemple, enfin, hier, on répondait encore à des territoires qui utilisaient aussi un autre outil, l'outil Espace. Donc, on vous avait pas fait une présentation sur cet outil-là parce qu'on a fait un webinaire spécifique sur ce sujet en novembre dernier. Et donc, c'est un outil Excel qui permet de faire la page 2 qu'on a vue de notre infographie sur les gaz à effet de serre, c'est-à-dire calculer aussi les émissions liées à la consommation et le flux de carbone dans les sols. Et du coup, on a des territoires qui utilisent nos données. Et après, justement, le but, c'est aussi que vous vous appropriez le site à travers cette présentation pour que vous puissiez naviguer de vous-même sur le site internet et nous contacter si vous avez des questions sur les données disponibles ou pour utiliser nos différents outils. Alors, dernière séquence de quelques minutes pour aller plus loin sur nos rubriques, Pierre. Oui, donc du coup, on va vous parcourir rapidement les autres rubriques de notre site internet. Hop. Donc, sur la page d'accueil, vous allez retrouver les différentes rubriques qu'on a évoquées dans ce webinaire. Donc, nos tout derniers indicateurs, le transport de marchandises, exposition aux risques météo sensibles, le bilan régional GES, des infographies, nos publications, nos fiches, le tour d'horizon, la rubrique Les grandes questions, la rubrique Mon territoire. Et donc, du coup, dans Observatoire, donc vous avez un résumé de qui nous sommes, donc voilà, qui explique le CERD, l'équipe. Et donc, vous avez la rubrique avec toutes les actualités. Donc là, on retrouve notamment le kit infographie et les événements qu'on est en train de faire en ce moment. Et on a aussi une rubrique utilisation des données de l'Observatoire, où là, on a sélectionné en fait les articles qui vous sont le plus utiles. On va retrouver par exemple la liste de nos indicateurs. On va retrouver un lien pour l'outil Espace et notamment un diaporama aussi sur le mode d'accès de nos données. Donc une capture d'écran de la démo qu'on vous a faite. Mais du coup, on va aussi pouvoir mettre par exemple les webinaires qu'on enregistre en ce moment dans cette partie. Et donc vous retrouvez aussi ici le webinaire de l'outil Espace. Et donc l'outil Espace est téléchargeable en fait dans les grandes questions. Vous allez dans comment estimer les émissions de gaz à effet de serre indirect, la méthode Espace. Donc vous avez toute l'explication de cette méthode et vous retrouverez l'outil Excel à télécharger avec la base de données.
et les différents rapports méthodologiques. Et donc, pour vous aider à l'utilisation, un webinaire qu'on a fait. Et après, si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation de cet outil, on est à votre disposition et puis on travaille avec RDC Environnement qui, pour des questions plus techniques, peuvent aussi vous accompagner dans l'utilisation de cet outil. Donc à ce jour, comme on n'a pas encore tous les secteurs disponibles dans mon territoire, la méthode espace permet de faire votre bilan GES enfin de votre OPCI avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la plus-value de cet outil qui est sur les émissions liées à la consommation, l'empreinte carbone et les flux de carbone dans les sols. Et donc pour finir, ben, la rubrique les partenaires. Donc si vous voulez rejoindre le réseau d'environ 70 partenaires en Hauts-de-France, voilà, voici la liste et vous pouvez télécharger la charte de partenariat. Et donc la charte de partenariat, c'est en fait une pratique de bonne intention et ça vous permet par contre d'obtenir les données brutes de Météo France. Si vous souhaitez avoir ces données brutes, on a une convention pour seulement les signataires de cette charte peuvent accéder à ces données. Et donc du coup, après, vous pouvez avoir une fiche partenaire, par exemple sur la comité, vos comités d'agglomération, ou par exemple des fournisseurs de données, par exemple sur l'Adréal, et on peut faire le lien en fait en bas, un fournisseur de données, ben, à quels indicateurs il a contribué. Et donc du coup, après, ça renvoie vers nos différents indicateurs sur notre site internet. Et pour finir, en fait, on voulait vous partager une dernière ressource qui est dans le lien de sujet et l'évaluation de vos démarches, c'est la publication du club STEP. Donc en fait, le club STEP, c'est le syndicat, enfin c'est la synergie pour la transition énergétique et pour la planification, une plaquette qui a été faite par l'ADEME, par Atmo France, par le réseau du rare dont nous faisons partie, par le réseau Amorce, par Energy Cities. Et donc, c'est 8 pages en fait synthétiques sur les indicateurs territoriaux climat, air, énergie, lesquels choisir, comment les utiliser. Donc, une publication très pratique et pour comprendre justement toutes ces notions, tous ces calculs, les corrections climatiques. Et donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore connaissance de cette publication, à aller la télécharger sur notre site internet dans la rubrique ressources. Et donc, elle a été sortie aux Assises de l'énergie en janvier 2020. Donc, voilà pour le petit tour de notre site pour clôturer la visite. Et donc, si jamais vous avez des dernières questions, vous pouvez les poser dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je surveille le chat au cas où. Quelques secondes devant nous pour l'ultime question. Alors, peut-être quelques informations là pour conclure, s'il n'y a pas d'autres éléments de dialogue. Voilà, j'espère que cette présentation a répondu à quelques-unes de vos attentes. Donc, c'était le premier temps de 1, 2, 3 évaluation. 1, 2, 3 soleil. Aujourd'hui, il fait un petit peu de soleil là. Voilà. Donc, on aura notre deuxième temps dans une dizaine de jours. Donc, ça sera le 30 juin à 11 h dans le même format. Et donc, là, nous rentrerons, après avoir exploré cette question des données, ce qui est disponible à l'échelle territoriale, ce qui s'ouvre devant nous, etc. On va aborder la question des fondamentaux pour entrer dans une dynamique de suivi-évaluation. Et on sait que chacun des territoires n'ont pas d'autre choix que de trouver des astuces chacun de son côté. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse mutualiser un peu nos questionnements, nos craintes, nos solutions, etc. Et donc nous passerons par cette case, donc dans 10 jours, des fondamentaux. Qu'est-ce que le suivi, qu'est-ce que l'évaluation, quels sont les exemples, où en sommes-nous aujourd'hui, voilà, un premier échange dessus. Nous accueillerons Karine Sage, notre partenaire de Quadrant, voilà, qui nous donnera des éléments très pédagogiques sur le sujet.
Thomas Blais de l'ADEME qui pourra nous présenter un petit retour d'expérience concret. Nathalie Mandaron du Conseil régional pour faire le lien notamment avec le SRADET, et puis Noémie Fradet de la DREAL Hauts-de-France qui pourra nous rappeler quelques éléments réglementaires et puis des éléments d'analyse sur ce qui bouge un petit peu sur ces questions de suivi et évaluation, sachant que on est un peu au tout début. Voilà, donc ça sera un moment particulièrement intéressant pour suivre notre chemin jusqu'au 8 octobre, donc en présentiel à Arras, pour voir un peu comment on peut co-construire finalement des solutions ensemble.